Bienvenue à Faire les Murs, le podcast d'Espacité qui va à la rencontre de celles et ceux qui changent la ville. Je suis Anne-Catherine Ledeuf, cofondatrice avec Dominique Géry de l'agence Espacité qui accompagne et conseille les acteurs du logement dans leur démarche d'innovation sociale et territoriale. Aujourd'hui, je vous invite à faire le mur avec Anne-Cécile Mermet, géographe qui mène des recherches sur l'impact des plateformes d'intermédiation numérique sur les dynamiques de gentrification de la ville et qui a accepté de participer à notre première saison à distance, crise sanitaire oblige. Le monde entier est soumis à une crise sanitaire qui dure et l'industrie du tourisme connaît des difficultés sans précédent. Alors à Espacité, nous nous sommes dit que ce serait le moment de reprendre un peu de champ sur la manière dont les modèles industriels d'hébergement touristique comme Airbnb ont des effets concrets sur la ville et sur ses marchés immobiliers. Avec Anne-Cécile, nous allons prendre la mesure du rapport de force inégal entre les pouvoirs publics et les plateformes de location touristique comme Airbnb. Elle va nous dire combien ce modèle est ambigu et combien les contradictions sont nombreuses entre les promesses portées par Airbnb et la réalité de ses effets pour ses hôtes, pour les populations qu'elle exclut et plus globalement sur les marchés du logement. Elle va nous aider à essayer de prédire comment une crise aussi longue que celle que nous vivons aujourd'hui peut transformer ou pas les modèles et les effets des plateformes sur la ville. Bonjour à tous. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour. Anne-Cécile, vous travaillez depuis 5 ans sur la manière dont les plateformes de location touristique transforment les villes à Paris et à Reykjavik. C'est ce que vous appelez, vous nous direz pourquoi, le syndrome Airbnb. Il y a 5 ans, Airbnb commençait à être bien implanté dans les métropoles touristiques internationales, mais ce n'était pas encore un sujet de recherche. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à cette époque à vous intéresser à ce phénomène ? Alors, donc le début de mon intérêt pour ce phénomène, c'est né donc d'un intérêt scientifique sur ces questions, et puis aussi d'un concours de circonstances, comme souvent je pense dans les sujets de recherche. Donc en 2011, 2012, 2013, donc quand je faisais ma thèse et mes premiers travaux postdoctoraux qui portaient sur des sujets un peu différents, qui étaient la question de l'évolution des commerces dans les quartiers gentrifiés et patrimonialisés. Donc un de mes terrains de recherche à ce moment-là, c'était le quartier du Marais. Et donc le quartier du Marais, ça a été un des premiers quartiers à Paris et même en France plus généralement à être vraiment investi de façon massive par Airbnb. Et donc ces années-là, 2011, 2012, 2013, ça a été vraiment le moment où on a commencé à sentir la présence de la plateforme dans ce quartier. Et en parallèle de ça, en fait, j'ai eu l'occasion de me rendre à partir de 2010 régulièrement à Reykjavik, la capitale de l'Islande. Et j'ai commencé à développer un intérêt important pour cette ville-là pour plein de raisons. Et le dénominateur commun de ces raisons, ça a été qu'en fait, c'est une ville qui constitue, à mon sens, un laboratoire particulièrement riche pour explorer l'intrication entre la succession des cycles économiques et les conditions de la production urbaine. Parce qu'en fait, là-bas, la succession des cycles économiques est particulièrement intense, en tout cas plus intense qu'ailleurs. Donc, pour donner quelques éléments de contexte, en fait, avant 2008, c'est une ville... Un pays et une ville qui ont vraiment sauté à pieds joints dans le vent du néolibéralisme urbain, qui a beaucoup changé la physionomie de la ville. Et du coup, la ville a été vraiment très durement touchée par la crise de 2008. Et ensuite, quand j'y suis retournée régulièrement, en fait, ça a été le moment où le tourisme a commencé à se développer de façon très, très intense dans la ville, avec des taux de croissance annuels qui frôlaient les 20%. Et c'est des taux qui sont vraiment très importants, qu'on trouvait nulle part ailleurs à ce moment-là. Et donc on est passé d'environ 400 000 touristes en 2008 à plus de 2 millions en 2017. Et en fait, Airbnb a joué un rôle vraiment super important parce que c'était pas possible de construire des infrastructures hôtelières qui permettaient d'héberger autant de touristes du jour au lendemain. Et comme c'est le moment où s'est développé Airbnb, en fait, ça s'est développé beaucoup dans cette ville. Ça a joué un rôle super important dans la façon, dans la façon dont la ville s'est sortie de la crise grâce au tourisme. Et donc, je me suis dit que c'était intéressant en fait de s'intéresser à Airbnb avec cet exemple-là de Reykjavik. D'autant plus que comme c'est un petit pays, c'est plus facile d'avoir accès aux acteurs politiques que dans d'autres exemples. Donc voilà, c'est comme ça que j'en suis venue à m'intéresser, à développer un projet en fait sur l'impact d'Airbnb sur les villes avec
en premier exemple Reykjavik, et je me suis aussi intéressée à Paris. Vous évoquez effectivement peut-être l'effet d'opportunité et puis l'aubaine peut-être qu'a représenté Airbnb pour ses pouvoirs publics locaux à Reykjavik. Alors en quoi on peut qualifier Airbnb de syndrome ? Voilà, c'était ce que j'allais aborder. Donc l'idée de syndrome Airbnb, je revendique aucun copyright là-dessus. C'était une expression qui était quand même pas mal utilisée au moment où Airbnb est apparu. On entend peut-être un peu moins parler de cette expression-là maintenant, mais l'idée en fait c'était vraiment d'explorer les différentes facettes de l'impact d'Airbnb sur les villes. Donc en gros il y a 4 grandes facettes qu'on peut identifier. La première dont on a entendu parler en premier et de façon assez forte, ça a été la question de l'impact d'Airbnb sur l'industrie touristique et notamment sur les acteurs hoteliers. Donc, il y a une grosse littérature là-dessus, on en a beaucoup entendu parler dans les médias et l'argumentaire en fait reposait essentiellement sur la question de la compétition déloyale que représente Airbnb pour des acteurs classiques de l'industrie hôtelière qui sont soumis à toute une série de charges fiscales, comme là on peut penser à la taxe de séjour, en termes de frais de personnel, en termes de normes de sécurité, enfin tout un contexte normatif qui s'appliquait à l'industrie hôtelière et pas à Airbnb, et donc Airbnb était donc jugé comme un cas de compétition déloyale par rapport aux industries hôtelières. Donc ça a été la première facette de syndrome Airbnb. La deuxième, ça a été celle à travers laquelle moi je suis entrée dans le sujet, qui était la question de l'impact d'Airbnb sur les vies de quartier. Donc moi, quand j'entendais parler d'Airbnb dans le Marais, c'était pour parler de bruit de valises de touristes qui arrivent en plein milieu de la nuit, c'était pour parler de nuisances nocturnes, de problèmes de voisinage ou alors de problèmes de gestion de copropriété, parce qu'on avait des appartements rachetés par des propriétaires qui faisaient de la location touristique et qui du coup n'habitaient pas là et n'étaient pas du tout investis dans les gestions de copropriété. Et c'est des problématiques qu'on retrouve aussi, une des premières villes à travers laquelle est venue la question du syndrome Airbnb, c'était Barcelone, à travers notamment le quartier de Barceloneta, où là il y a eu vraiment des problèmes de cohabitation entre des touristes qui avaient un rythme de vie plutôt nocturne et les habitants. Donc le troisième sujet qui a après focalisé mon attention, ça a été la question de l'impact d'Airbnb sur les marchés locaux du logement. Et ça, c'est une question qui a plutôt émergé à partir de 2014, 2015, 2016, où là, on a commencé à se poser la question du rôle d'Airbnb dans les dynamiques locales des marchés du logement et notamment du marché locatif, avec des questions, est-ce que Airbnb participe à la raréfaction des biens sur le marché locatif, est-ce qu'Airbnb participe à l'augmentation des loyers, ça on en reparlera peut-être. Et puis plus récemment, il y a une quatrième facette du syndrome Airbnb qui est apparue dans le débat, c'est la question de l'ubérisation de l'économie. Et donc, comment Airbnb participe à cette ubérisation de l'économie. Donc, à la base, c'est en fait une problématique qui était moins évidente pour Airbnb que pour des acteurs comme Uber ou d'autres plateformes comme Uber ou Deliveroo qui, eux, reposent vraiment sur le système de l'auto-entrepreneur payé à la tâche. Donc, c'est un petit peu différent pour Airbnb et c'est surtout un petit peu plus discret parce qu'en fait, depuis 2014-2015, s'est développé tout un écosystème autour d'Airbnb avec plein d'entreprises en fait, qui, elles, reposent sur des auto-entrepreneurs payés à la tâche. Par exemple, les sociétés de conciergerie qui vont employer du personnel pour faire le ménage. Donc voilà, ce syndrome Airbnb, on peut le décomposer en quatre grandes facettes. Alors, je voudrais revenir vis-à-vis de la question des marchés du logement. Yann Brossa, d'ailleurs, en a fait même un ouvrage. Et la ville de Paris n'a pas peur d'aller au combat jusqu'au bout vis-à-vis des plateformes et de cette plateforme-là en particulier. Avec fin septembre, la Cour de justice de l'Union européenne qui a donné raison à la ville de Paris dans un procès qui l'opposait à 2 propriétaires qui contestaient une amende qui avait été portée par la ville de Paris pour avoir loué un studio sans autorisation. On reviendra après sur toutes ces astuces de contournement réglementaire. C'était une décision qui était très attendue par d'autres métropoles touristiques. Pourquoi cette décision était aussi attendue et qu'est-ce que ça nous révèle
de ce dialogue au niveau européen entre ces grandes plateformes internationales et les métropoles? Alors, effectivement, c'était une décision attendue et attendue depuis longtemps. Parce qu'en fait, Airbnb, quand la plateforme a commencé à se développer, ça s'est développé dans un contexte d'un certain vide juridique, en fait. Puisque le principe même de la plateforme Airbnb, mais on parle d'Airbnb, mais on pourrait parler de Booking. Leur raison d'être, c'est l'utilisation touristique d'unités résidentielles. Et donc, on se situe là quelque part entre les régulations qui portent sur l'activité touristique, sur l'hébergement touristique, d'une part, et les régulations qui portent sur le logement, d'autre part. Et donc, en fait, cette situation d'entre-deux, d'utilisation touristique d'unités résidentielles a fait que Airbnb et toutes ces plateformes se sont situées dans un contexte d'une sorte de zone grise, de vide juridique. Et donc, ces plateformes ont bénéficié de l'absence de cadre réglementaire explicite pour les activités locatives aussi courtes. Donc c'est une des raisons pour lesquelles la décision de la Cour de justice de l'Union européenne était attendue. Et c'est une des raisons pour laquelle, en fait, Airbnb constitue un défi pour les autres. Il y a une autre raison qui, à mon avis, si je reprends un anglicisme plus disruptive, entre guillemets, c'est la nature numérique de la plateforme qui représente vraiment un gros défi pour les autorités locales en Europe et dans le monde entier d'ailleurs, puisque donc la nature numérique de la plateforme, c'est précisément ce qui lui a permis de gagner son ampleur. Ça lui a permis de donner une ampleur inédite à ce qu'on appelle les activités d'intermédiation. Et donc, en fait, ça met Airbnb dans une position de force, puisque la plateforme, en fait, est la seule à savoir qui loue quoi, à qui et pendant combien de temps. Ce qui est vraiment, en fait, la donnée essentielle si on veut réguler, taxer, etc., cette nouvelle activité. Et donc, les autorités locales sont complètement dépendantes, en fait, d'Airbnb pour la communication de ces données qui sont essentielles. Et donc, il y a ce rapport de force qui s'exprime donc, à travers cette question de la transmission de données, mais aussi à travers la question de la mise en place de régulation, puisque donc, les villes en Europe ont essayé de pallier ce problème de comment est-ce qu'on peut faire pour identifier qui loue quoi à qui pendant combien de temps, en mettant en place un numéro d'enregistrement dont la raison d'être, c'est d'arriver à faire le lien entre une annonce virtuelle sur Internet et un logement physique avec une adresse, d'une part, et puis faire le lien entre un profil virtuel sur la plateforme et une personne physique fiscale en vrai. Sauf que pour mettre en place ce numéro d'enregistrement, ça requiert encore une fois la coopération d'Airbnb, puisqu'il faut que la plateforme mette en place dans le code qui est derrière le site internet un champ spécial pour accueillir ce numéro d'enregistrement. Et ce qui a posé toute une série de problèmes, puisqu'en fait, initialement, la plateforme était programmée pour cacher tout ce qui ressemblait à une série de chiffres. Et donc, moi, par exemple, quand je faisais mon terrain à Reykjavik et que c'était le moment où ce numéro d'enregistrement a été mis en place, et ben, les autres qui étaient de bonne foi et qui voulaient mettre leur numéro d'enregistrement, en fait, c'était marqué contenu caché, puisque ce numéro, c'était une suite de chiffres et que c'était programmé. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que il faut que les autorités municipales dialoguent avec Airbnb pour pouvoir implémenter ces nouvelles régulations. Et donc, au final, cette activité, du point de vue des autorités municipales, elle est caractérisée par une certaine opacité parce que c'est compliqué pour eux d'associer un logement à une annonce, par une très grande flexibilité qui ne leur facilite pas la tâche, puisque c'est facile de fermer une annonce, d'en rouvrir une un petit peu différente, mais qui correspond en fait au même logement. Alors après, comment est-ce que les villes ont fait pour essayer justement d'implémenter leur régulation? Donc là, ce qui se passe, c'est essentiellement des négociations bilatérales entre les autorités locales des villes et Airbnb. Donc au niveau européen, la ville qui a réussi à avoir les plus avancées sur ces sujets, c'est Amsterdam, qui, fin 2016, en fait, a négocié un accord assez poussé avec Airbnb qui prévoit toute une série de mesures, donc justement l'implémentation du numéro d'enregistrement, mais surtout la transmission de données précises et désagrégées sur qui loue quoi à qui, pendant combien de temps, avec quel revenu.
Le blocage des annonces qui dépasseraient le nombre de nuits autorisées. Donc, en l'occurrence, à ce moment-là, à Amsterdam, c'était 60 nuits par an. Et donc, au bout de 60 nuits, la plateforme s'était engagée à bloquer l'annonce. Et puis, s'était engagée aussi à informer les autres quand ils créent une annonce qu'il y avait des règles à suivre et à les informer de ces règles. Seulement donc à partir fin 2017, début 2018, Amsterdam a voulu réduire le volume de nuits autorisées de 60 à 30 nuits. Et là, du coup, Airbnb n'a plus été d'accord pour renouveler l'accord. Donc ils sont restés, Airbnb est resté sur le principe de blocage après 60 nuits, alors qu'Amsterdam est passé à 30 nuits par an. La situation est beaucoup plus tendue pour d'autres villes, comme Barcelone ou comme Paris. Donc vous avez cité l'arrêt de la Cour de justice européenne de septembre 2020 qui faisait suite à un contentieux entre la ville de Paris et deux propriétaires concernant l'obligation d'enregistrement. Et là j'ai un étudiant qui a soutenu récemment un mémoire qui portait justement sur les questions de négociation entre la ville de Paris et la plateforme Airbnb et qui montrait qu'en fait... Donc la structure qui représente Airbnb en France s'appelle Airbnb France, mais en fait leur objet social est vraiment strictement délimité aux activités de communication et de marketing, et les questions de négociation sont assez secondaires. Donc c'est-à-dire que les acteurs décisionnaires sont en tout cas officiellement très lointains, et donc cette discussion elle se fait essentiellement via médias interposés. Et elle est du coup pas très productive parce qu'il est toujours investi d'instrumentalisation politique de part et d'autre. Vous évoquez les enjeux politiques de ce dialogue, voire de ce combat avec des plateformes comme Airbnb. Alors justement, je voudrais revenir au cas parisien et à l'importance de l'effet de ces plateformes et de cette location touristique sur les marchés du logement, puisque c'est notamment sous cet angle-là que la ville de Paris s'en est saisie et en fait ce combat politique. Alors, il y a la ville de Paris, mais il n'y a pas que la ville de Paris, puisque d'autres nombreuses métropoles françaises ont fait de cette question des plateformes et de la location meublée touristique un sujet de campagne municipale. Dans des territoires comme évidemment Paris, c'est revenu un sujet de combat, on y reviendra tout à l'heure, mais aussi des métropoles comme Marseille, Bordeaux, Lyon, et effectivement sous cet angle de la concurrence, notamment avec l'industrie hôtelière, mais aussi beaucoup sur cette question de l'effet sur les marchés du logement. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur cet effet-là ? Comment ça pèse, jusqu'où ça pèse, et quels sont les mécanismes, je crois à plusieurs niveaux, que ce type de plateforme génère sur les marchés du logement ? Alors oui, donc c'est cette question de la location meublée touristique via les plateformes numériques, ça reste un sujet très important, et ça reste un combat politique, si on peut appeler ça comme ça, parce que du fait de la place toujours croissante des plateformes dans la production urbaine. Et donc ça s'exprime de plusieurs façons. Donc ça peut s'exprimer de façon très évidente, très flagrante dans le paysage urbain, à travers le fait que certaines plateformes n'ont pas forcément, Airbnb dans une certaine mesure, mais d'autres grosses plateformes comme Google deviennent des acteurs de la production urbaine. On peut penser au projet de Google City à Toronto qui a été finalement abandonné récemment, mais qui montre bien comment les plateformes deviennent des acteurs de la production concrète, matérielle urbaine. Mais cette idée d'urbanisme de plateforme, c'est une notion qui a été développée par une chercheuse qui s'appelle Sarah Barnes. En fait, elle désigne aussi des formes beaucoup plus discrètes, mais très invasives, si on peut dire, de la présence des plateformes dans la vie urbaine et dans la façon dont on pratique et on produit la ville. Si on reprend l'exemple d'Airbnb, Airbnb, ça influe la façon dont on pratique la ville parce que c'est devenu un acteur incontournable de l'hébergement touristique, mais ça influe également beaucoup plus discrètement la façon dont on produit la ville. En effet, l'offre Airbnb, elle s'est déployée sur des logements qui avaient une vocation résidentielle au départ. Et ça a du coup développé ce qu'on peut considérer comme un nouveau segment du marché du logement, qui est le marché locatif court terme, qui, du fait qu'il se déploie sur du bâti à usage résidentiel, interagit très étroitement avec les dynamiques locales des marchés des logements. Ça interagit avec les dynamiques locales des marchés du logement de plusieurs façons. Déjà, ça fait que quand vous êtes propriétaire, vous vous retrouvez devant la question de vous demander
devant l'option désormais de est-ce que je loue mon bien sur le marché ordinaire long terme avec un bail, etc., avec un bail usuel, ou est-ce que je loue sur du court terme à des touristes. Et donc là, évidemment, le paramètre qui rentre en ligne de compte, c'est la question de la rentabilité. Et du coup, c'est des choses que j'ai mesurées dans le projet que j'ai conduit à Reykjavik. Et on peut voir qu'en fait, on a la location court terme est en gros 4 fois plus rentable que la location ordinaire. Voilà. Et c'est des ordres de grandeur, en fait, que des recherches qui ont été conduites dans d'autres villes ils ont retrouvé le même résultat. Du coup, ça fait que la location court terme est plus attractive pour les propriétaires. Deuxième conséquence de ça, c'est que ça met en quelque sorte les locataires en compétition avec les touristes pour l'accès à des biens locatifs. Et donc, ça entraîne une cascade de conséquences. Tout d'abord, ça participe à raréfier l'offre locative. Ça participe à augmenter les valeurs locatives. Il y a des modélisations statistiques qui ont montré que, par exemple, à Reykjavik, ça a participé à augmenter de l'ordre de 4-5% les valeurs locatives dans l'ensemble de la ville et beaucoup plus dans le centre-ville. Et puis, ça produit ce que la littérature sur la gentrification appelle des formes de displacement, de déplacement, c'est-à-dire ça conduit des anciens locataires à devoir changer de logement, ce qui est un phénomène qui est typique et caractéristique et qui est au cœur même de la définition de la gentrification. Donc pour l'exemple de Reykjavik que j'ai étudié plus particulièrement, on a pu observer des déplacements directs. Là, c'était le cas de locataires qui avaient pas de bail officiel et qui du coup du jour au lendemain on leur a demandé de quitter le logement parce que les propriétaires voulaient bénéficier de la rentabilité 4 fois plus importante d'Airbnb. Et puis on a vu aussi une forme plus originale entre guillemets, même si pas moins dramatique, de déplacement, qui est des déplacements temporaires avec l'apparition de baux locatifs qui commençaient en octobre et qui se terminaient en avril. Et puis on disait aux locataires, vous pouvez revenir en octobre prochain, mais entre mai et septembre, en fait, on va louer sur Airbnb. Et puis si on pousse la réflexion un peu plus loin, en fait, ces activités de location, de plateformes numériques de location court terme, en fait, ont des impacts encore plus larges sur les villes, puisque pour le cas, encore une fois, de Reykjavik, le fait qu'il y ait un nombre considérable de logements qui ont été convertis en location touristique, dans certains endroits du centre-ville, on était à 70% des logements qui étaient convertis en location touristique. Ça a eu une conséquence assez forte sur la démographie en fait, des villes, avec le fait que les familles pouvaient plus se loger au centre-ville, et donc une baisse du nombre d'enfants, et donc des écoles qui ont eu des classes fermées sous l'effet de cette baisse démographique. Alors évidemment, Airbnb n'est pas 100% responsable de ça. Ça s'inscrit dans un contexte plus large de over-tourism, d'activités touristiques à laquelle participe Airbnb, mais ce n'est pas la seule facette du phénomène. Mais bon, en tout cas, ça y participe. Et puis, ça a aussi une conséquence sur les structures commerciales des villes qui sont touchées. Donc là, encore une fois, pour reprendre l'exemple de Reykjavik que je connais bien, c'est que ça induit de gros changements dans les structures commerciales, puisqu'en fait, les clients qui déambulent dans les rues sont plus des habitants mais des touristes, et ils n'ont plus les mêmes besoins. Et donc, tous les commerces qui étaient dédiés à une clientèle locale, comme par exemple, j'ai en tête des exemples de boutiques de matériel pour loisirs créatifs ou des boutiques d'équipement de la maison, en fait, sont partis, soit enfermés, soit sont partis en périphérie, parce qu'en fait, ils n'avaient plus de clientèle. Les touristes n'achètent pas la même chose que les habitants. Et donc, tout ça, ça a fait qu'il y a certains habitants qui ont décidé de choisir d'autres localisations résidentielles parce que c'était devenu trop compliqué pour eux de vivre dans le centre-ville. Donc voilà, ça a vraiment un impact très large, en fait, sur les espaces urbains. On voit bien effectivement là les effets très concrets et vous le dites parfois dramatiques de ces plateformes sur la situation résidentielle de ces métropoles. Pour autant, le grand public qui pratique ces plateformes n'en a pas forcément la mesure, même si sur cette question commerciale que vous venez d'évoquer, il le pratique directement. Alors,
Vous évoquiez tout à l'heure le combat d'image. J'aimerais bien qu'on revienne sur cette notion-là. On a assisté il y a quelques mois à un combat d'image important entre la ville de Paris et Airbnb autour de la question des Jeux Olympiques, dont je ne suis pas tout à fait certaine que le grand public ait pris vraiment la mesure, puisque Airbnb s'était positionné parmi les principaux sponsors des Jeux Olympiques, alors qu'il ne respecte pas la réglementation française, qui a été perçue vraiment comme une provocation par la ville de Paris. Et encore une fois, je ne sais pas si le grand public qui a lu les journaux autour de ce débat a vraiment perçu l'importance de cette polémique, d'autant plus que Airbnb a fondé sa promesse et ses instruments de communication autour de valeurs plutôt généreuses, difficilement contestables, comme l'économie du partage, la recherche d'un complément de revenus, donc des valeurs qui en soi paraissent naturelles, voire même louables en matière de portage par des plateformes comme Airbnb. Alors, sur l'écart entre les pratiques et ces valeurs, là aussi, vous avez regardé de près ce qui se passait, alors non pas à Paris, mais à Reykjavik. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point ? Alors, effectivement, Airbnb, donc, qui est né en 2008, s'est positionné au départ vraiment sur le créneau de la sharing economy, l'économie du partage, qui est un créneau qui véhicule beaucoup de valeurs positives, de partage, de biens communs. L'entreprise a développé tout un storytelling sur la naissance de l'idée d'Airbnb qui venait de 2 jeunes étudiants un peu fauchés qui ont eu l'idée de louer leur matelas pneumatique à des touristes pour les aider à payer leur loyer dans un contexte de prix des loyers vraiment très, très élevés à San Francisco. Ils ont également développé toute une rhétorique sur le fait qu'Airbnb aide les classes moyennes à combattre l'austérité. Il faut rappeler, donc, Airbnb a été fondé en 2008 au moment de la grosse crise économique, la crise des subprimes aux États-Unis notamment. Et donc, ils ont vraiment axé leur communication dès le départ sur l'idée qu'ils allaient aider les classes moyennes à combattre la crise. Ils ont commandité toute une série de rapports avec des chiffres invérifiables derrière qui expliquaient que en fait, les revenus générés par Airbnb ont permis aux classes moyennes des États-Unis de compenser la perte de revenus liée à la crise des subprimes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la campagne de publicité en 2015 à Paris avec plein d'affiches partout qui avec comme slogan Airbnb m'aide à payer mon loyer, Airbnb m'aide à financer ma start-up. Enfin, voilà, c'est vraiment une rhétorique qui est centrale dans la communication et dans le marketing de l'entreprise. Et donc, du coup, moi, j'étais un petit peu curieuse de voir en fait quelle était la réalité derrière tout ça, et puis d'essayer de voir qui étaient en fait les autres Airbnb et quel était vraiment l'impact de leur activité sur le marché du logement. Et donc, ça m'a conduite à identifier à travers une campagne d'entretien auprès d'hôtes sur Airbnb 4 à 5 grands profils d'hôtes qui ont des impacts en fait complètement différents sur le marché du logement et qui ont du coup une relation à cette idée d'économie du partage assez distanciée, on va dire. La première catégorie d'hôtes, ça va être ce que j'ai appelé les hôtes entrepreneurs. C'est des hôtes qui, soit en créant leur entreprise de conciergerie, soit en rachetant plusieurs appartements, en tout cas en prenant en charge au moins 5 annonces. Donc clairement, ce type d'hôte se traduit par le retrait, comme ils font de la location à temps plein, ça se traduit par le retrait d'unités résidentielles du marché du logement. La deuxième catégorie, c'est ce que j'ai appelé les hôtes investisseurs. C'est des hôtes qui ne font pas un métier d'Airbnb, mais qui font d'Airbnb une source d'investissement. Donc, ils vont racheter 1 ou 2 appartements. Et puis, l'idée, c'est d'avoir un taux de rentabilité maximal en faisant de la location court terme. Donc là encore, on se retrouve avec un retrait en fait, d'unités résidentielles du marché du logement. Ensuite, il y a une troisième catégorie qui est un petit peu plus compliquée à interpréter, que j'ai appelée la catégorie des hôtes pragmatiques. Ce sont des personnes qui avaient déjà un bien sous-utilisé avant Airbnb. Donc, c'est par exemple un bien dont ils ont hérité ou par exemple des personnes divorcées qui avaient la chambre de leur enfant inoccupée de temps en temps.
Et donc, ils se sont dit, je vais profiter de l'opportunité offerte par Airbnb pour gagner plus d'argent. Donc là, vous avez des personnes qui avaient un appartement entier qui était sur le marché locatif, qui ont décidé de le tourner vers la location touristique à plein temps. Et donc là, ça s'est traduit par un retrait encore du résidentiel du marché locatif. Et il y a d'autres personnes qui vont louer simplement une chambre chez eux de temps en temps ou leur appartement quand ils sont pas là. Et donc là, ça n'a aucun impact sur le marché du logement. Et puis, il y a une dernière catégorie de personnes en fait qui ont utilisé Airbnb pour se sortir d'une situation financière compliquée, souvent héritée de la crise, et notamment parce que qu'on réussit en fait à garder leur logement, entre autres grâce aux revenus apportés par Airbnb, puisqu'en fait en Islande, la crise s'est fortement répercutée sur les questions du logement, parce qu'il faut savoir qu'ils ont un type de prêt hypothécaire particulier qui est indexé sur l'inflation d'une part et souvent sur les devises étrangères. Et avec la crise, explosion de l'inflation, effondrement de la couronne islandaise, donc il y a plein de ménages qui se sont retrouvés avec des montants de remboursement immobilier qui ont doublé, triplé, voire même plus parfois, et qui se sont retrouvés vraiment dans devant des menaces de saisie immobilière. Et donc j'ai rencontré quelques autres en fait, qui ont utilisé Airbnb pour les aider à se sortir de cette situation compliquée. Donc après, la question, c'est de savoir quelle est la part en fait de chacun de ces types d'hôtes pour vraiment mesurer. Donc les données de la littérature ont tendance à suggérer que les deux premiers types, donc les investisseurs et les entrepreneurs, vu qu'ils ont plus d'annonces par hôte en général, ont tendance à dominer le marché. Après, les données dont on dispose actuellement sur ce sujet sont pas particulièrement robustes, et donc c'est encore un champ sur lequel on a besoin de travail empirique en fait pour déterminer la proportion de différents types d'hôtes et du coup quels sont le nombre d'annonces en fait qui posent réellement problème par rapport aux dynamiques des marchés du logement. Et donc sur ces différentes typologies d'hôtes, je crois que dans vos travaux vous avez aussi démontré les effets de levier économique, c'est-à-dire le caractère quand même assez inéquitable malgré cette promesse du modèle Airbnb. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Alors du coup, là, l'idée, c'était de regarder quelle catégorie socio-professionnelle gagnait le plus d'argent avec Airbnb. Donc il y a toute une littérature, il y a vraiment beaucoup de modélisations qui sont sorties pour essayer de voir quels critères faisaient qu'une annonce était rentable. Donc en gros, les critères, c'est plus le logement est grand, plus l'annonce est rentable, plus le logement est central, plus l'annonce est rentable. Et donc, la question que je me suis posée, c'est avec quel type de catégories socio-professionnelles sont associées les annonces les plus rentables. Et là, c'était les résultats étaient assez surprenants dans le sens où ça confirmait tout à fait l'intuition initiale, c'est-à-dire que en fait, très clairement, les annonces qui ont les critères de rentabilité les plus élevés sont publiées par des individus très qualifiés, donc que ce soit des employés de type ingénieur ou des personnes qui ont des professions libérales de type architecte ou médecin. Et les catégories socio-professionnelles moins qualifiées, et donc dont on peut supposer qu'elles ont des niveaux de revenus inférieurs, sont plutôt corrélées en fait à des annonces un peu moins performantes, si on reprend la terminologie d'Airbnb. Donc on est assez loin de cette promesse affichée d'équité sociale et puis de coup de pouce économique de ce type de modèle. Tout à fait. Alors, j'aimerais qu'on se projette un peu, puisqu'on est dans une période quand même très particulière, avec des confinements répétitifs, avec une crise, quelque sorte, de l'industrie touristique, à tel point peut-être que début novembre, Anne Hidalgo a décidé de repousser le référendum anti-Airbnb, qui était pourtant une de ses promesses de campagne importantes. Et pour expliquer cette décision, la ville de Paris a mis en avant une chute du taux d'occupation des logements proposés sur des sites comme Airbnb, qui serait passé, alors selon la ville de Paris, sur le seul territoire parisien, de 92% de taux d'occupation en octobre 2019 à seulement 35% en mai dernier, avant de remonter un peu fin octobre, et j'imagine depuis que ça a pu rechuter. Qu'est-ce que tout ça signifie d'après vous ? Est-ce que on pourrait comme la ville de Paris d'ailleurs essaye de le porter,
considérer que cette question-là est en train d'évoluer, voire, et c'est pas le propos de la ville de Paris, mais voir que le problème serait réglé. Qu'est-ce qu'on peut dire à l'avenir de ce type de modèle et de la puissance et de son effet sur les marchés du logement ? Alors bon, c'est difficile de répondre à cette question, mais bon, Airbnb effectivement a souffert entre guillemets de la crise du Covid parce que Airbnb c'est une des facettes de l'activité touristique et les mobilités touristiques ont été fortement impactées par la crise. Mais à mon avis, c'est une diminution d'activité qui est purement conjoncturelle et il y a plusieurs indicateurs qui peuvent nous le suggérer. Déjà, si on regarde le nombre d'annonces publiées sur Airbnb, donc là je m'appuie sur les chiffres de la plateforme Inside Airbnb qui est en fait une plateforme qui communique des données en open data sur Airbnb dans toutes les villes du monde et notamment à Paris. En janvier, donc avant la crise, on avait 66 000 annonces. 59 000 annonces actives en avril et de nouveau 66 000 en octobre. Donc bon, c'est pas parce que les annonces sont publiées qu'elles sont effectivement louées, mais elles sont toujours disponibles à la location et donc ça tend à suggérer finalement une forte résilience. Par ailleurs, Airbnb s'inscrit dans la problématique plus transversale du rôle croissant des plateformes dans les villes aujourd'hui. Et on a bien vu, on n'en a jamais vu autant de livreurs Uber Eats ou Deliveroo que pendant le confinement. Et à mon sens, en fait, cette crise du Covid, Airbnb, c'est particulier parce que c'est le secteur touristique et ça a souffert. Mais de façon générale, à mon avis, l'économie de plateforme s'est sortie considérablement renforcée de cette crise. Et après, je pense que la crise, c'est aussi un moment intéressant pour relever une des forces de l'activité d'Airbnb, qui est la grande flexibilité qu'elle permet aux hôtes, puisque en fait, quand vous louez sur Airbnb, vous pouvez du jour au lendemain, évidemment sous réserve que vous n'ayez pas de réservation, mais vous pouvez très facilement décider d'arrêter l'activité et de faire autre chose, puis de la reprendre. Et donc là, moi, je vais revenir à l'exemple de Reykjavik parce que c'est un exemple où en fait on a eu déjà plein de cas de reconversion d'infrastructures d'hébergement touristique qui pouvaient être louées sur Airbnb, mais qui pouvaient aussi être des hôtels en fait, qui ont été très rapidement reconvertis. Par exemple, il y a eu des cas d'auberges de jeunesse qui louaient surtout via Airbnb, qui ont été reconvertis en résidence étudiante depuis septembre 2020. Il y a eu des hôtels qui ont été reconvertis en lieu de quarantaine pour des patients atteints de Covid. Et puis, dernièrement, je lisais qu'il y avait un hôtel qui était en train de se reconvertir en maison de retraite. Donc, il y a un côté très flexible en fait, qui est permis par la plateforme en termes de qu'est-ce qui se passe si jamais il n'y a plus de touristes pour louer ces biens. Merci. Alors, Anne-Cécile, nous arrivons au terme de cet entretien. Ce podcast s'appelle Faire les murs. Alors, faire les murs, c'est à la fois faire un pas de côté et prendre un peu de champ sur des questions qui ont trait à la fois à notre quotidien en tant qu'urbaniste, spécialiste du logement, mais aussi en tant que citoyen. J'en viens donc à ma dernière question traditionnelle. Si vous deviez faire le mur pour une cause, quelle serait cette cause ? Alors, en fait, toute cette réflexion sur Airbnb et les plateformes de location court terme, à mon sens, elle invite à réfléchir à une question sous-jacente très importante, qui est celle de savoir pour qui est-ce qu'on produit la ville. Est-ce qu'on souhaite la produire pour les habitants permanents qui vivent là à plein temps, qui y payent des impôts, etc. Ou est-ce qu'on souhaite la produire pour des habitants qui sont là, dont la présence est temporaire, elle est à la fois éphémère, puisque les gens sont là de façon temporaire, mais permanente, parce qu'il y a un renouvellement constant de ces personnes. Et c'est à mon avis une grosse question à l'heure où la déclinaison urbaine du néolibéralisme tend à mettre la ville aux normes d'une certaine catégorie de population. Et ça pose la question plus large qui a été posée il y a déjà une vingtaine d'années par Luc Boltanski dans le Nouvel Esprit du capitalisme, qui opposait la question de deux catégories de population, ce qu'il appelle les grands, donc les individus mobiles à fort capital économique, qui sont ceux qui louent des Airbnb, et les immobiles qui ont une faible mobilité et un faible, mais qui sont là et qui doivent être pris en compte également. Et donc je pense que c'est vraiment une question sous-jacente à ces problématiques-là auxquelles il faut vraiment être sensible.
Merci beaucoup Anne-Cécile. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en géographie urbaine et que vous travaillez sur les effets des plateformes de location touristique sur la gentrification de la ville et plus particulièrement sur les marchés du logement. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à écouter celui que nous avons consacré à la financiarisation de la production urbaine avec Ludovic Albert qui met en perspective un certain nombre d'évolutions que nous venons d'évoquer. À bientôt!